C'est l'heure du journal. Vous êtes sur votre chaîne préférée. Bienvenue sur RTI 1. Bonjour à tous. Hier samedi, après la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le Premier ministre s'est rendu au centre hospitalier régional de la ville pour apporter le soutien du gouvernement aux victimes des affrontements du conflit communautaire qui avait éclaté dans la localité de Gbon. Monseigneur Ignace Bressi Dogbo, précédemment archevêque métropolitain de Korogo, vient d'être nommé ce lundi de Pentecôte par le pape François. Il a été donc nommé archevêque métropolitain d'Abidjan en remplacement de Jean-Pierre Cardinal Coutois. Monseigneur Ignace Bressi Dogbo prendra officiellement fonction le 3 août prochain. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a déclaré ce 20 mai l'ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononcé son exclusion des élections générales prévues le 29 mai. La juge déclare que Zuma ne peut être membre de l'Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections. Souvenez-vous, il y a quelques mois, tout juste, un conflit communautaire avait éclaté à Gbon, dans la Bagoué, avec des affrontements qui ont fait de nombreuses victimes. Hier, samedi, profitant de sa présence à Korogo, hier c'était dimanche, mais samedi donc, profitant de sa présence à Korogo dans le cadre d'une cérémonie d'hommage au chef de l'État, Robert Mambé-Begré s'est rendu à Gbon pour porter assistance aux victimes de ce conflit tout en appelant les populations à l'apaisement. Le témoignage de Sidonie Davila. Le Premier ministre au chevet des blessés de Gbon, localité située dans le département de Kouto, dans la Bagoué. Au CHR de Korogo, Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République Alassane Ouattara et du vice-président Koné Meiliet Koné, est venu apporter le soutien du gouvernement. Ce samedi, le Premier ministre a échangé avec les médecins pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Nous avons reçu au total 6 blessés. Les 6 blessés, il y a 4 qui sont encore là. Il y a un qui est décédé ce matin. Et il y a le 5e qui est dans une état qui est encore évacué. Vous occupez de ceux qui sont encore ici. Celui qui va aborder, on va appeler là-bas pour qu'on le prenne en charge, faire en sorte qu'il puisse retrouver sa santé. Pour malheureusement celui qui nous a quittés, le moment venu, on va prendre les dispositions pour aller à la sécurité de la famille, et paix à son enfant. Aux malades, le chef du gouvernement a d'abord eu des mots de compassion avant d'exhorter ces jeunes à la retenue et à l'apaisement. On est venu pour leur souhaiter un bon rétablissement et surtout remercier le corps médical pour tout le travail qu'il a fait pour soigner les blessés. Et on souhaite qu'ils puissent retrouver rapidement leurs énergies et leur santé. Mais on vous demande pardon, préserver la paix dans le village. On a besoin de vous. Vous êtes jeunes, vous êtes intelligents, on a besoin de vous. Le président message de vous dire qu'on a besoin de vous. Donc les palabres, les incompréhensions, ça ne nous aide nulle part. C'est la fraternité qui enrichit les autres. Donc je suis venu vous apporter tout le soutien du président et du vice-président et vous souhaiter un bon rétablissement. Selon des sources concordantes, les blessés de Gbon sont des victimes d'un conflit communautaire entre Malinké et Sénoufo. Ces affrontements auraient entraîné un décès et 5 autres blessés au total. On va rentrer à Abidjan. Les obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié ont débuté hier dimanche, ici donc à Abidjan. Des funérailles qui interviennent 10 mois après son décès le 1er août dernier à l'âge de 89 ans. La présentation des condoléances à la résidence familiale constitue la première étape de 2 semaines d'hommage national. Personnalités politiques, présidents d'institutions et membres du gouvernement sont venus exprimer leur compassion à la famille éplorée. Abdoulaye Koné, Djamasso. Comme il est de coutume, en de pareilles circonstances, le chef du gouvernement a présenté ce dimanche ses condoléances à la grande famille Bédié et ses alliés. Le Premier ministre n'était pas seul, il avait à ses côtés
quelques membres de son équipe gouvernementale. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre illustre disparu. Il a joué un rôle majeur dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il était l'aîné de son jeune frère, le président Alassane Ouattara. Et nous savons le poids qui était le sien dans la stabilisation de la Côte d'Ivoire et dans l'évolution de ce pays. Nous sommes venus pour exprimer à la famille notre soutien et prendre notre part de deuil. Qu'il repose en paix et que de là-haut, il confie la Côte d'Ivoire au Seigneur et que le pays soit un pays de fraternité, un pays de paix, un pays d'amour et un pays où tous sont des frères et des sœurs. Nous sommes venus au nom du gouvernement et au nom de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour l'exprimer à la famille. Yako à nous tous. La présentation des obsèques à la résidence HKB se poursuit jusqu'au 21 mai prochain. Avant d'être chef de l'État, Henri Konan Bédié a été président de l'Assemblée nationale pendant 13 ans. Une délégation de l'hémicycle conduite par son président Adama Bictogo et une délégation du Sénat qui avait à sa tête la présidente Kandia Camara ont tenu à rendre hommage au Sphinx de Daoukro. Ils étaient hier soir au domicile de l'ancien président du PDCI pour prendre leur part de deuil. Godefroy Okambawa. À compter de ce dimanche 19 mai, démarrent les présentations de condoléances à la famille de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Le Parlement ivoirien, dont il a été le président de 1980 à 1993, exprime sa compassion à la famille. En venant ici ce soir, c'est l'Assemblée nationale dans toute sa diversité, mais c'est l'Assemblée nationale qui est venu donc présenter ses condoléances. Nous sommes venus témoigner à la famille toute notre compassion. D'abord pour le digne fils qu'il a été pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a pu donner pendant toutes ces années de vie à la Côte d'Ivoire. Au nom de l'institution qu'elle dirige, la présidente du Sénat, Kandia Camara, présente également ses condoléances. Le président Henri Konan Bédié était un père pour moi. Nous avions des relations de père à enfant et ces relations étaient empreintes de beaucoup de considération, beaucoup d'affection. Donc en plus de perdre le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, je perds un père. Les présentations des condoléances prennent fin le mardi 21 mai prochain. On va faire un tour à Yamoussoukro, au siège du Sénat. Désormais, il faudra compter avec une nouvelle commission qui, elle, est chargée de l'évaluation des politiques publiques. Ses membres et son président, qui ont été récemment désignés, viennent de voir leur capacité renforcée lors d'une séance de formation à laquelle a pu assister Kader Sogodogo. La loi numéro 2022-966 du 14 décembre 2022, en son article 39, prescrit au sein des chambres parlementaires une commission en charge de l'évaluation des politiques publiques. C'est fort de cette disposition légale que Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, va œuvrer pour la naissance de cette commission au sein de son institution. C'était le 12 mars 2024. Après sa mise en place, le temps est venu pour son président Bakary Ouattara et les autres membres de passer à la loupe les différentes articulations de leur mission. Cet atelier de ce jour, c'est une activité très importante au niveau du Sénat, surtout pour les membres de la commission. Parce que comme nous l'avons dit tantôt, c'est une nouvelle attribution qui est donnée au Parlement, aller évaluer les politiques publiques. Donc c'est pour ça que la présidente du Sénat
a donné des instructions pour que la commission puisse se réunir aujourd'hui pour donner les contours de cette fonction et voir dans quelle mesure nous pouvons véritablement démarrer l'évaluation des politiques publiques. Il était important que tous les membres se mettent à niveau pour parler du même langage. La formation se fera autour de 2 éléments clés. La loi sur l'évaluation des politiques publiques et le guide rédigé à cet effet. La formation sera dispensée par des experts venus de l'Assemblée nationale et du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement. Autre lieu, autre séance de formation dans un tout autre registre. Les acteurs du transport de retour dans les salles de classe, ils se forment à l'alphabétisation, aux techniques de formation et de recyclage. 200 d'entre eux viennent d'en bénéficier et c'est totalement gratuit. C'est offert par la CNGRCI, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. D'autres précisions avec Christ-Ephraïm Diomandé et Léon Brokwame. Bonne nouvelle pour les acteurs du transport routier, ces détenteurs du certificat d'aptitude à la conduite routière au nombre de 200 retournent sur les bancs. Ils ont 6 mois de formation, de recyclage et d'alphabétisation. Des enseignements gratuits au centre de formation de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Il s'agit de sortir ces acteurs de l'ignorance pour leur permettre de mieux exercer leur métier. Au niveau souvent des contrôles routines, les pièces peuvent se périmer, ils ne savent pas. Ils roulent avec. C'est au cours de contrôle le policier du gouvernement qui vraiment ces pièces sont périmées. Bon, les panneaux de signalisation, indication, rien n'est connu. Même souvent mes candidats, certains agents, je vais t'envoyer au plateau, je ne vais pas au plateau parce que je ne sais pas lire les panneaux. L'alphabétisation va beaucoup nous arranger. Pour les différents leaders du secteur du transport routier, cette initiative est salvatrice car elle vient donner de la visibilité dans le milieu. Il faut dire que conformément à la vision donc, du ministère des Transports et en relation avec la loi d'orientation intérieure, la LOTI, qui donc amène le transport vers la professionnalisation, des accords sont menés en ce moment avec les grandes institutions, notamment la Banque mondiale. Ces accords-là comprennent un certain nombre de composantes. Et une de ces composantes porte nécessairement sur la question de l'alphabétisation, de la formation. Avoir à terme des conducteurs qui savent lire et écrire, avoir à terme des chefs d'entreprise qui savent traduire leurs rapports, les signer et les transmettre à qui de droit est devenu quelque chose de très important par rapport à la compétitivité de nos entreprises de transport. L'alphabétisation va permettre à nos acteurs d'être des gens responsables et de se prendre en charge et d'avoir un avenir certain en desservant les populations dans les meilleures conditions. L'objectif que nous voulons atteindre dans ce cas d'espèce, c'est vraiment l'alphabétisation dans toutes les gares routières de Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre objectif à atteindre. Nous ne voulons pas que ça se limite au projet BRT. Il arrivera un jour où celui qui ne sait ni lire ni écrire ne peut même pas avoir un travail d'apprenti baka. Donc, il faut que les gens comprennent qu'à l'avenir, les choses vont évoluer. Et si on ne s'adapte pas, le train de l'émergence va aller pour nous laisser. Cette cohorte d'apprenants sont les bénéficiaires de la phase pilote du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, en abrégé PMUA, financé par la Banque mondiale. En plus du renforcement des capacités des acteurs, ce projet prévoit l'acquisition de 1000 minibus communément appelés Baka et 2000 taxis communaux. Nous sommes à la gare routière, on peut donc embarquer pour l'ENCA à Cocody. On y va pour prendre part à cette semaine d'activités sur l'innovation et l'entrepreneuriat, une tribune pour stimuler l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat au sein de la communauté statistique, mais aussi promouvoir la culture entrepreneuriale au sein de la communauté estudiantine. Souleymane Donisongou, reportage. Semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée d'Abidjan, ENCA. Ces journées se sont articulées autour des présentations des projets, de partage d'expériences et d'échanges entre experts. L'enjeu pour nous, c'est qu'au-delà de former justement des jeunes qui deviendront justement des salariés demain, nous voulons également avoir des jeunes qui eux-mêmes seront créateurs d'emplois, donc créateurs de solutions qui vont aller à la rencontre justement des besoins de nos populations. Pour certains étudiants, le projet exposé pourrait être utile pour diverses raisons. Notre application qui se veut pour valoriser l'identité culturelle. Cette application part d'une idée
guinéenne, ivoirienne, si on peut le dire comme ça. Moi qui veux valoriser l'identité culturelle et ma camarade ou mon associé qui veut développer le secteur tertiaire de son pays. Notre projet est basé sur la création d'une application qui permet d'optimiser vos finances, de gérer vos revenus. Elle comporte un modèle d'IA qui apprend de vos habitudes de dépenses et vous offre des conseils personnalisés sur vos dépenses. Ça vous permet de créer du surplus, du bénéfice, de réduire vos dépenses inutiles parce qu'elle vous dit où dépenser, comment dépenser, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ces activités ont pour objectif prépondérant de promouvoir la culture entrepreneuriale en milieu estudiantin. Dans le secteur maritime, la sécurité ne doit pas du tout faire défaut. Justement, plusieurs administrateurs des pays du Golfe de Guinée sont en ce moment à Abidjan pour prendre part à une formation sur le traitement des marchandises dangereuses. Une formation pour leur offrir donc des outils essentiels pour une gestion sûre de nos ports. Les précisions de Lansine Bakayoko et Michel Kwame. Avec 90% de son commerce, le trafic maritime est en constante croissance sur le continent africain. Malheureusement, cette croissance des volumes d'échanges commerciaux s'accompagne des défis sécuritaires, notamment la vulnérabilité des ports au risque intentionnel ou non, le vol, le terrorisme, la contrebande et la pollution. C'est quelque chose que nous constatons et que nous vivons au quotidien dans nos ports, le fait que les marchandises ne soient pas correctement entreposées, qu'elles ne soient pas correctement ségrégées et qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les administrations prennent la main et soient outillées sur les questions de manipulation des marchandises dangereuses. Il s'agit d'équiper les administrations maritimes du Golfe de Guinée avec les connaissances et les compétences nécessaires afin de garantir la sécurité dans la gestion des marchandises dangereuses. C'est une formation qui contient une partie théorique sur les techniques d'audit et comment faire les conclusions et les observations pour contrôler la conformité des ports et des opérateurs portuaires à ces règles internationales. Cette session de renforcement des capacités des administrations portuaires est pilotée par l'Institut de sécurité maritime interrégional. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités en matière de supervision de la gestion des machines dangereuses dans nos ports. La formation comprend des sessions interactives, des études de cas pratiques et une visite de stockage et de manutention des marchandises au port d'Abidjan. Occasion pour nous d'évoquer cette journée européenne de la mer célébrée chaque 20 mai, à côté de la journée mondiale de la mer célébrée les 30 septembre de chaque année. L'Union européenne a institué cette journée européenne donc de la mer afin de célébrer les réalisations du secteur maritime et le potentiel des océans et des mers. La cérémonie inaugurale de cette journée a eu lieu à Strasbourg en 2008, grand port maritime. On va ouvrir la page religion de ce 13h avec cette annonce officielle du nonce apostolique. Monseigneur Mauricio Rueda-Beltz annonce en cette fin de matinée que Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, précédemment archevêque métropolitain de Korogo, est nommé ce lundi de Pentecôte par le pape François. Il a été nommé archevêque métropolitain d'Abidjan en remplacement de Jean-Pierre Cardinal Coutois. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo prendra officiellement fonction le 3 août prochain. Nous sommes bien donc lundi de Pentecôte. Hier, dimanche, les chrétiens ont célébré l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de Pâques, sur un groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont les 12. Là, je vais vous emmener à Méagui, dans la région de la Nawa, où les temples et églises ont vibré hier au rythme de la Pentecôte. Patricia Omoitia. La Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la renaissance de l'Église. Ce souvenir a été commémoré dans la ferveur à Méagui. À la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Méagui, la célébration s'est déroulée dans la prière et le recueillement. Pour le curé de la paroisse, c'est un moment d'unité. La Pentecôte, c'est donc une fête du rassemblement, une fête de la paix, une fête de la joie, une fête de toutes les grâces que Dieu a promis au monde. À l'église des Assemblées de Dieu, la joie était totale. Ici également, chants et prières ont marqué cette célébration. Ce jour-là, que la promesse que Dieu a faite pour ses enfants, pour l'église, va se réaliser. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous aussi chrétiens de notre siècle, nous avons besoin de l'impact du Saint-Esprit pour que nous soyons boostés en avant. La Pentecôte à Méagui était aussi l'occasion pour les chrétiens de prier pour la paix en Côte d'Ivoire.
Et depuis plusieurs jours, quelques dizaines de chrétiens ivoiriens sont en pèlerinage en Turquie. Et sur place, ils ont aussi célébré la Pentecôte, à l'instar de tous les chrétiens du monde. Jean-Jacques Kwame, Sam Conan font partie des groupes de pèlerins. La fête de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint célébrée en Turquie. Après 5 jours de pèlerinage, les fidèles chrétiens marquent un arrêt pour rendre gloire à Dieu à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Dans la matinée, les fidèles catholiques étaient à l'honneur. Chants, prières et enseignements étaient au menu. En ce jour de la Pentecôte, notre Dieu nous invite tout simplement à pouvoir demander chaque jour l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te dire ce que tu fais là, c'est bon ou c'est pas bon. La prière que Dieu touche le cœur de tout le monde pour que nous soyons un. Nous formons une seule famille pour la gloire de Dieu. Célébrer la Pentecôte, c'est vraiment dire merci à Dieu. C'est un réel privilège, ça donne tout un sens à ce pèlerinage. Dans la soirée, ce fut le tour des évangélistes de magnifier Dieu à l'occasion de cette célébration de la fête de la Pentecôte en Turquie, à travers prière et évangélisation. C'est pour la Pentecôte que nous sommes venus. Mais ce soir, l'Éternel va vous dire que quiconque invoquera le Seigneur après la Pentecôte, c'est quiconque là, il a entendu de Dieu. C'est une occasion pour nous de prier pour nos différentes familles, pour le pays aussi. Cette célébration, parce qu'on a prié en premier lieu d'abord pour l'Église dans le monde, on a prié aussi pour nos autorités. La Pentecôte, considérée comme la fête de l'Esprit Saint, est célébrée 50 jours après la Pâque. Bonne suite de pèlerinage donc aux Ivoiriens en Turquie. Le Salon du Livre d'Abidjan a refermé ses portes depuis samedi 18 mai. Cette édition 2024 a connu un énorme engouement. Ceci-là a même enregistré la présence d'Abdul Karim Bandé, un auteur qui en a profité pour dédicacer son œuvre baptisée « Banaliser le succès », l'œuvre à travers laquelle il donne les clés de la réussite. Michel Mambo, témoignage. Banaliser le succès. Une œuvre d'Abdul Karim Bandé. 215 pages à déchiffrer pour saisir les clés du succès. Le succès n'est pas l'acquisition de richesses. Le succès, c'est le fait d'être heureux. Et on n'est pas heureux pour les mêmes choses. Ce que nous voulons tous, c'est de ne pas manquer d'argent. Mais gagner beaucoup d'argent a des conséquences. Ça rend malade, ça rend seul. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à être seuls, à être critiqués, à être lapidés. Tout le monde n'est pas capable de gagner beaucoup d'argent. Tout le monde n'est pas fait pour manquer d'argent. Ça aussi, je refuse. On doit être capable de répondre à notre besoin si on paye le minimum de prix possible. La plupart des gens confondent vision et objectif. Et très peu de personnes arrivent à découvrir leur vision. Découvrir sa vision, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse vous faire. Savoir ce pourquoi vous êtes créé. Et très peu de personnes y arrivent. Alors l'alternative, quand vous ne connaissez pas votre vision, c'est d'avoir un objectif. Ça, c'est à la disposition de tout le monde. Sans vision, il faut régulièrement être en train de bâtir de nouveaux objectifs et savoir les structurer, qui est l'un des fondements de la réussite. Banaliser le succès, un véritable partage d'expérience pour booster le potentiel des lecteurs. Coup d'essai, coup de maître, le premier-né d'Abdul Karim Bandé fait déjà effet. C'est à chacun de se faire confiance, quel que soit le domaine de compétences, d'aller doucement, d'avoir confiance en soi. Et puis bon, tout le monde peut accéder au succès, mais le vrai but de la vie, c'est d'être heureux, comme le dit si bien. Formateur, coach, entrepreneur, consultant et désormais auteur, l'Ivoiro-Burkinabé met son savoir et son savoir-faire au service du social. Les bénéfices de ses ventes seront dédiés à des œuvres caritatives. Comment naissent les étoiles? C'est aussi une œuvre, c'est l'intitulé d'une œuvre écrite par Euphrasie Yao. Nous sommes bien dans la semaine du livre. La commune de Cocody a donc abrité la cérémonie de dédicace de cette œuvre qui est coécrite par Euphrasie Kwasi Yao, coordonnatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est une production littéraire qui retrace le parcours et des parcours édifiants de 14 membres du compendium issus de différents secteurs d'activité. On était sur place, RTI1 donc était sur place avec Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. Reportage.
Euphrasie Kwasi Yao, coordonnatrice du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, présente son deuxième ouvrage intitulé « Comment naissent les étoiles ». L'œuvre, coécrite par Gorée Charlotte Wigen, spécialiste des questions de genre et de développement, met la lumière sur 14 personnes membres du Compédium. Le moment est favorable pour qu'on puisse rendre hommage à des femmes avec lesquelles nous avons travaillé pratiquement depuis le début du Compédium. Depuis 2017, nous avons commencé à interroger les femmes sur ce qu'elles font et ce qu'on leur apporte. Pour nous, c'était une occasion de laisser un legs à l'humanité. À travers des témoignages sur différents parcours, cette œuvre démontre que le Compédium est un puissant outil de développement personnel et de promotion du genre. J'ai déjà commencé à lire pendant la cérémonie. Ça parle du leadership féminin. Et il faut savoir que la ministre Euphrasie Yao fait beaucoup pour le genre, certes, mais aussi pour le leadership au féminin et pour la paix et pour la cohésion. C'est vrai, je suis mère, mais je n'avais pas un niveau élevé. Avec mon niveau CP2, je me suis formée grâce au Compédium. Et aujourd'hui, je peux m'exprimer, ça m'a forgé et ça m'a donné la force et le courage de prendre 4 professeurs qui m'ont enseigné. Et aujourd'hui, je suis fière de le dire, j'ai le BPC. Comment naissent les étoiles, un recueil de 170 pages avec 14 témoignages et des histoires inspirantes. Une sorte de partage d'expériences de femmes devenues leaders dans leurs communautés respectives. La ville d'Adzopé a récemment abrité la cérémonie de présentation de la culture Akie en numérique. Il s'agit de la remise des travaux sur support numérique et de réflexions portant sur des pans de la culture Akie. Le mariage, le jour de naissance et l'attribution des noms, danse guerrière en pays Akie, une activité qui a pour but de préserver la culture ivoirienne. Ce support numérique contient les résultats de travaux de réflexion effectués par des sachants sur des pans de la culture Akie. Le mariage en pays Akie, les danses guerrières, le jour de naissance et l'attribution des noms. La culture Akie est numérisée par l'ONG Veleux pour promouvoir la diversité culturelle du peuple Akie auprès de la jeunesse, notamment celle de la ME. Les rendre plus accessibles à travers le numérique. À la lecture de notre actualité, on s'est rendu compte que la plupart des jeunes ne savent rien de leur culture. Il suffit même de voir combien sommes-nous à pouvoir parler nos langues maternelles. Pour toute personne qui voudrait qu'on vienne lui présenter les clés, qui voudrait aussi qu'on vienne lui parler de ce qui est contenu sur les clés, nous sommes disponibles. La présentation de ces recherches effectuées pendant près de 5 mois captive l'Assemblée constituée d'associations de jeunes et de femmes de la localité d'Adzopé. Les thèmes choisis en ce jour sont vraiment des sujets importants et d'actualité. Que nous, les jeunes, nous soyons vraiment prêts à, partout où nous nous trouvons, à vraiment prôner notre culture. Nous sommes appelés à partir un jour, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? On a trouvé cela judicieux et opportun de parler de cela pour pouvoir enseigner nos enfants, nos petits-enfants. Vous savez, avec l'oral, quand ce n'est pas écrit, tout se perd. Et en action avec l'ONG Veleux, on a préconisé cette année de mettre ça sur clé. L'ONG Veleux contribue ainsi à la préservation du riche patrimoine culturel Akie. Cela à travers panels, festivals et la numérisation des pans de la culture Akie. Ce sont des images qui sont difficilement supportables. Hier, dimanche 19 mai, 2 corps d'enfants âgés de 4 ans ont été découverts dans un véhicule de type 4x4 stationné dans l'enceinte d'une école primaire publique à Jesco, Yopougon, entre 17h et 18h. Selon les parents des enfants, les parents des victimes, ces enfants-là avaient quitté la maison le samedi, mais ne les voyant pas retourner à la maison, des recherches ont été engagées pour tenter de les retrouver. Aussitôt informée, la police technique et scientifique accompagnée des pompes funèbres se sont rendues sur le lieu du crime pour circonscrire la scène d'horreur. Une enquête est ouverte pour découvrir les auteurs de ce crime crapuleux.
La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a déclaré ce 20 mai l'ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononcé son exclusion des élections générales prévues le 29 mai. La juge Léona Teron, à la lecture de la décision qui peut être l'objet d'un appel, déclare que Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois. Par conséquent, il ne peut être membre de l'Assemblée nationale et ne peut se présenter aux élections. Merci de nous avoir suivis et à demain 13h.